Bonjour à tous. Donc moi je suis Charlotte Robert, je suis maître de conférence à l'université Paris-Saclay et je coordonne les activités de recherche dans le service de physique médicale à Gustave-Roussy. Et donc je suis impliquée surtout en radiothérapie et on est en train de voir comment on peut mieux optimiser la prise en charge des patients atteints de glioblastome en particulier grâce à des biomarqueurs d'imagerie. Et donc, on a eu accès à cette solution logicielle Sercare Perfusion depuis quelques mois maintenant. Et donc, l'idée, c'est de vous montrer ce qu'on pense pouvoir faire de ces cartes de perfusion pour vraiment changer drastiquement la prise en charge des glioblastomes en radiothérapie. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça fait partie d'un plus gros projet qui s'appelle le projet iDream. Donc, le projet iDream, c'est un projet qui est soutenu financièrement par la Banque publique d'investissement. iDream, c'est pour Artificial Intelligence for Diagnostic Review and Radiomics Acceleration in Medicine. C'est un projet qui est porté par General Electric et qui est multipartenaire. Et donc nous sommes associés à ce projet. Je vais vous expliquer avec quelle contribution. Donc l'objectif de ce projet iDream, c'est de créer une plateforme. Alors c'est une plateforme qui va être mise en place par General Electric, qui doit permettre d'accélérer et de réduire le coût de développement d'applications qui sont basées sur l'intelligence artificielle pour l'imagerie par l'industrialisation des méthodes de production. Donc l'image qu'on prend souvent pour expliquer un petit peu ce projet, c'est l'image du smartphone qui va être ici cette application de General Electric sur laquelle on vient plugger des applications d'intelligence artificielle, puisqu'on s'est rendu compte que toutes les sociétés, les startups qui développent des outils d'intelligence artificielle mettent vraiment beaucoup de temps pour arriver à une solution logicielle qui soit utilisable en clinique. Donc l'idée, c'est vraiment de plugger ces applications logicielles pour accélérer la prise en charge en imagerie. Donc, dans ce projet, vous avez 3 cas d'usage et nous, on est impliqués dans le cas d'usage sur la thérapie. Et ce cas d'usage thérapie, l'ambition, c'est, comme je le disais tout à l'heure, venir utiliser les cartographies, l'imagerie pour venir mieux comprendre cette maladie qu'est le glioblastome et changer la prise en charge avec un objectif qui est un gain en survie. Pour ce cas d'usage, on est plusieurs partenaires cliniques, donc l'ICANS qui est à Strasbourg, la Pitié-Salpêtrière et Gustave-Roussy, donc les 3 centres de radiothérapie de ces 3 hôpitaux. Et il y a une start-up qui est également impliquée qui s'appelle Therapanacea qui développe justement des solutions logicielles basées sur l'intelligence artificielle pour changer drastiquement la prise en charge des patients en radiothérapie. Donc juste quelques rappels, même si je pense que c'est des choses que vous connaissez très bien. Alors moi, je l'ai dit tout à l'heure, je suis physicienne, donc je vais le dire avec mes mots. Les gliomes de grade 4 qui nous intéressent majoritairement dans ce projet, depuis la dernière classification août 2021, c'est des tumeurs qui incluent à la fois des glioblastomes IDH wild type plus des astrocytomes IDH mutants. On le verra tout à l'heure, la majorité de notre population, c'est quand même des glioblastomes IDH wild type. Et donc, ce qu'il faut retenir quand même aujourd'hui sur ces tumeurs-là, c'est qu'on a moins de 5% des patients qui survivent plus de 5 ans. Et ce qui nous intéresse surtout en radiothérapie, c'est le fait qu'on sait que c'est des tumeurs qui vont être intrinsèquement radiorésistantes. Donc aujourd'hui, on les traite par radiothérapie, mais on n'arrive pas à stériliser ces tumeurs-là. Et il faut avoir en tête que la majorité des récidives aujourd'hui sont observées dans le champ d'irradiation. Donc là, vous avez un papier qui est assez récent que j'aime bien mentionner, qui a, sur 358 patients atteints d'un glioblastome IDH wild type, analysé finalement le pattern de rechute. Et ils ont divisé ces patterns de rechute entre des rechutes locales, des rechutes marginales et des rechutes hors du champ d'irradiation. Et donc vraiment, ils se sont intéressés à regarder ce qui se passait par rapport à ce qu'on appelle nos isodoses de radiothérapie, donc par rapport à notre plan de traitement. Et ce qu'on remarque, et c'est ce qui est illustré sur ce graphique-là, c'est que en fonction du type de chirurgie, donc soit sous total,
soit on a vraiment enlevé la grosse partie de la tumeur, soit supratotale, pardon. On observe des schémas de rechute un petit peu différents et donc on voit qu'on passe d'une rechute très locale pour des chirurgies qui sont sous-totales à des rechutes qui sont plus à distance, dans le cas au contraire où on a une chirurgie supratotale. Donc je vais revenir sur la façon dont on prend en charge aujourd'hui ces patients atteints de gliome de grade 4 et en particulier les glioblastomes IDH wild type. Donc le protocole standard aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le protocole de STUP et vous voyez que c'est un protocole qui n'a pas bougé depuis 2005. Et il est illustré ici. Donc on a d'abord une chirurgie qui doit être la plus extensive possible. Derrière, vous allez avoir une radiothérapie externe avec du temozolomide qui va être concomitant. Et derrière, vous avez une chimiothérapie adjuvante. L'ambition de notre projet à IDRIM, et c'est un projet, alors là je vous parle de ce qu'on fait depuis 2 ans, mais finalement c'est un projet qui a commencé bien en amont, puisque vous allez voir ce qu'on a quand même réussi à constituer comme cohorte. L'ambition c'était de constituer, de structurer les données d'une cohorte multicentrique de 1000 patients atteints de gliome de grade 4, intégrant à la fois des données cliniques et des données d'imagerie. Donc notre ambition étant de changer la prise en charge de radiothérapie, on a récupéré pour l'ensemble de ces patients les images post-opératoires pré-radiothérapie et les images au temps de la rechute. Et derrière, notre ambition, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour changer drastiquement la prise en charge de ces patients et donc identifier par l'imagerie les zones qui sont les plus agressives avant la radiothérapie. Et notre souhait, c'est de changer vraiment le paradigme, on va dire, de prise en charge, puisqu'aujourd'hui, voilà ce qu'on fait. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ça, mais donc ça, c'est l'image pré-radiothérapie. Donc ici, c'est un T1 GADO. Et donc aujourd'hui, les guidelines internationales recommandent de définir ce qu'on appelle le GTV. Le GTV, c'est pour Gross Tumor Volume. C'est donc la partie qu'on voit à l'image, la partie malade qu'on voit à l'image. Derrière, vous voyez qu'on fait une extension. On obtient cette marge verte qu'on appelle le CTV. CTV, c'est pour Clinical Target Volume. Ici, ça prend en charge l'extension microscopique telle qu'on pense qu'elle est. Et derrière, vous avez en bleu ce qu'on appelle le PTV, Planning Target Volume, où là, on a encore pris une marge pour tenir compte des éventuels problèmes de positionnement du patient. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, on irradie ce volume bleu. Donc c'est un gros volume à 60 degrés qui est dans le protocole de STUP. Et on n'arrive pas, on l'a dit, à stériliser correctement ces tumeurs-là. Et donc notre souhait, c'est vraiment d'apprendre ce qu'on peut des images pré-radiothérapie pour aller mettre en place une irradiation hétérogène. Et c'est ça qu'on appelle le dose painting. Donc identifier ce qui est vraiment la maladie la plus active, la plus agressive, pour aller mettre plus de doses à cet endroit-là. Et essayer, alors on sait que c'est pas simple parce qu'il y a des essais négatifs, notamment l'essai qui s'appelle Spectroglio. Et donc l'idée, ça serait quand même d'aller monter un petit peu en dose sur ces parties les plus agressives. Donc en gros, voilà ce qu'on fait. On a constitué cette cohorte de 1000 patients. On est en train de mettre en place des algorithmes basés sur du deep learning pour venir identifier les régions qui sont à plus haut risque de rechute sur ces images IRM pré-radiothérapie. Et derrière, on mettra en place toute une méthodologie pour développer ce qu'on appelle des courbes TCP. C'est des courbes qui vont décrire la probabilité de contrôle de la maladie en fonction de la dose reçue et du risque de rechute associé. Donc l'idée, c'est d'aller inverser derrière les choses et de redistribuer intelligemment la dose en gardant, puisqu'on ne veut pas de séquelles supplémentaires, une dose moyenne identique. Donc là, vous avez un peu le résumé de la cohorte qu'on a constituée. Donc on n'est pas arrivé à notre objectif, puisqu'on n'a que 974 patients aujourd'hui. Mais c'est déjà pas mal. Donc là, vous avez les caractéristiques cliniques. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est que on a une belle variation et un bel équilibre entre sur l'extension de la chirurgie, avec quand même des résections totales en nombre, des résections partielles et des patients qui n'ont eu que des biopsies.
On n'a pas malheureusement, puisqu'on est sur une cohorte dont les patients ont été pris en charge entre 2010 et aujourd'hui. Et donc vous voyez qu'il nous manque malheureusement des informations sur le statut IDH et le statut MGMT pour beaucoup de ces patients. Donc là vous avez les courbes de survie globale et on arrive aujourd'hui à une survie globale sur cette population de 18,5 mois. Alors, ce qu'on avait fait, en fait, et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à la solution CERCARE, c'est qu'on avait d'abord mis en place une méthode de deep learning pour venir tenter, à partir uniquement des IRM anatomiques pré-radiothérapie, essayer de prédire ce qu'on appelle les cartes de rechute. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de prédire ? C'est la nouvelle prise de contraste post-radiothérapie. Donc, notre output, notre souhait, c'était prédire cet aspect-là. Bon, sachant, là je ne vais pas détailler complètement les choses, mais qu'il y a beaucoup d'étapes de pré-processing des données qui doivent être nécessaires avant de mettre ces cartes IRM en entrée du réseau de neurones. Parce que là vous allez me dire que vous ne reconnaissez pas ces cartes-là, elles ne sont pas conventionnelles, mais voilà, il y a des étapes de pré-processing nécessaires. Et donc vraiment, pour que vous compreniez bien les choses, en entrée du réseau, on met les cartes, ici dans ce cas-là, c'était les cartes anatomiques post-opératoire pré-radiothérapie, donc le T1, le T1 GADO et le T2 FLAIR. Et notre ambition, c'est de prédire ce qui se passe uniquement à partir de ces cartes pré-radiothérapie, ce qui se passe au temps de la rechute. Donc là, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, parce que je ne pense pas que ce soit l'objectif aujourd'hui, mais on peut en discuter à l'issue de cette présentation. Donc pour l'instant, on avait mis en place des réseaux assez conventionnels à l'époque. C'était en 2021, donc des réseaux qu'on appelle UNET. On a fait plusieurs expériences, plusieurs fonctions coûts, etc. Bon, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est que uniquement à partir de ces cartes IRM anatomiques, concrètement, on est, et c'est ce qui vous est illustré ici, c'est ce qu'on appelle des DICE. Donc on vient analyser la concordance entre la prédiction du réseau et la vérité. Et on avait des DICE ici qui étaient de l'ordre de 0,2 au maximum. Donc concrètement, l'anatomique ne permet pas aujourd'hui de prédire ce qui va se passer au niveau du temps de la rechute. Donc là, on était resté sur ce constat de résultats assez peu encourageants. On a tout repris les annotations par 4 médecins depuis janvier cette année. Donc là, vous avez les oncologues radiothérapeutes qui nous ont aidés sur cette tâche. Et en fait, la question qu'on se pose sur cette tâche-là, c'est de voir si les biomarqueurs issus de cette solution CERCARE médicale peuvent nous apporter de l'information. Donc juste pour vous dire qu'on a un outil aussi de segmentation justement de l'ensemble de ces sous-régions de la tumeur, donc entre prise de contraste, œdème, etc., qui est disponible. Donc si ça intéresse du monde, on peut le mettre à disposition. Donc là, j'en arrive à quel intérêt on a pu mettre en évidence avec ces cartes CERCARE perfusion. Donc là, je vais vous présenter 2 cas cliniques. Le premier cas clinique, c'est un homme donc, de 57 ans. Vous avez un KPS de 60, un patient qui a été diagnostiqué pour sa maladie en août 2009. On a une maladie multicentrique puisque vous avez 2 lésions. Une seule a été biopsiée, donc c'est cette lésion-là, qui est la lésion temporale insulaire droite. On a un patient donc, qui est IDH wild type et qui a été traité par le protocole de STUP conventionnel, donc 60 degrés pour la radiothérapie, plus ici une chimiothérapie et concomitante et adjuvante. Donc là, sur ce premier cas-là, on voit qu'on a ici une prise de contraste sur cette lésion-là. Donc ici, sur le T1 GADO, on a un signal aussi assez douteux sur le T2 FLAIR et on a ici, vous le voyez, une concordance assez forte entre cette cartographie CBV que vous regardez conventionnellement sur les images de perfusion. On a aussi ce CTH qui vous a été rapidement introduit tout à l'heure, mais qui va aller regarder l'hétérogénéité des temps de transit dans les capillaires. Donc en gros, c'est un reflet d'un mauvais apport en nutriments et d'une mauvaise oxygénation de la tumeur. Et ici, donc, un autre biomarqueur. Donc là, concrètement, c'est un cas où on a vraiment le même signal, la même information qui semble ressortir de ces 3 cartes. Et vous voyez qu'à la rechute, on a une maladie progressive sur cette lésion-là. La deuxième lésion est intéressante, ce que je vous ai dit, c'est un patient qui a 2 lésions. Ici, vous avez la deuxième lésion avec un signal ici toujours douteux sur l'imagerie de T1 GADO
Donc là, on a ce signal en anneau, ici, avec une hyperfixation en anneau. On a ici un signal qui est rehaussé en flair et donc qui laisse suggérer une potentielle hémorragie au sein de la lésion. Et là, quand on regarde les choses, on a un RCBV négatif, une carte ici qui est très fortement corrélée au RCBV qui est aussi négative, et ce CTH qui, moi, me semble le biomarqueur le plus intéressant. Donc c'est un reflet de ce mauvais apport en nutriments et de cette mauvaise oxygénation. Et vous voyez que ce signal-là est positif. Et derrière, on voit que ici, la lésion va rechuter, elle ne va pas être stérilisée. Et on avait ce signal intéressant ici sur l'image qui laisse suggérer que la lésion réévolue aussi sur cette partie-là. Et le dernier cas clinique que je voulais vous présenter, c'est également un cas qui me paraît très intéressant. C'est une femme de 64 ans, KPS 90, diagnostiquée pour sa maladie, vous voyez, en janvier 2010. On a ici eu une résection partielle de la lésion temporale gauche. On est sur le même cas de figure. Une lésion, donc un glioblastome IDH wild type et avec un MGMT non testé. Et une prise en charge aussi très conventionnelle. Et ce cas-là me paraît hyper intéressant puisque ici, vous voyez qu'on a une forte prise de contraste sur le T1 GADO, rien sur le T1, donc qui laisse suggérer qu'on a ici affaire à de la maladie active. On a ici un flair qu'on peut découper un petit peu en deux parties, avec ici ce signal qui est moins rehaussé et qui laisse suggérer qu'on a ici affaire à de l'œdème tumoral, versus ici un œdème plus vasogénique avec potentiellement un AVC sur cette région-là. Le RCBV a l'air positif et ce qu'on voit, c'est que la carte sur ce nouveau biomarqueur CTH est complètement éteinte, sauf dans cette région-là postérieure. Et on voit qu'on a réussi complètement à stériliser cette partie de la maladie, alors que la rechute va se faire en postérieur, comme le mentionnait cette carte CTH. Donc en conclusion, de mon impression, puisque pour l'instant on n'a pas réintégré complètement ces cartes de biomarqueurs dans notre algorithme de deep learning. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a constitué donc une cohorte multicentrique rétrospective qui me semble être de grande envergure puisqu'on avoisine les 1000 patients. Maintenant, l'ambition, c'est d'intégrer toutes ces cartes de biomarqueurs et notamment cette cartographie CTH pour vraiment tenter, parce que c'est l'ambition à la fin de notre projet, c'est de mettre en place un essai clinique, donc tenter de mettre en œuvre une nouvelle façon de traiter les patients par radiothérapie qui serait guidée par la biologie et l'intelligence artificielle. Et donc là, je ne vous l'ai pas dit, mais sur cette population-là de 1000 patients, on a quand même 240 patients, et je pense que c'est une chance, qui ont une imagerie de perfusion post-op pré-radiothérapie et ça va vraiment nous permettre d'évaluer la capacité de ces nouveaux biomarqueurs à prédire l'agressivité tumorale à l'échelle, donc ici, soit des voxels, soit d'ensemble de voxels qu'on pourrait appeler des super-voxels. Donc voilà pour ma présentation. Donc, on a un temps de questions ? Bon, si vous avez des questions. On peut discuter après. Any questions? Bonjour, merci, très intéressant. Est-ce que vous pouvez juste nous réexpliquer le CTH, justement, qu'est-ce qui est derrière un petit peu ? Je vais laisser, peut-être vous voulez mieux l'expliquer que moi. Yeah, CTH, it shows the capillary transit time heterogeneity. So it's a marker that reflects how heterogeneous at the microcirculation level the flow is. So many of the markers we derive, and if you compare to MTT, it's kind of the change of the standard deviation of the MTT over time. So you have a higher CTH in these tumors, so it means there's a higher heterogeneity. So some microvessels contribute more to the circulation and the delivery of oxygen than others. So generally in a healthy brain this is homogeneously low, and as we see, it can actually provide interesting information on the microvascular structure of the tumor that translates into predicting where it will expand. So this was very grateful for this talk. It was a very nice application of this new biomarker.